Philippe Douste-Blazy, merci de répondre à nos questions. Vous êtes un familier du Forum Crans-Montana, ce n'est pas la première édition à laquelle vous assistez, à laquelle vous participez. Est-ce que cette édition du Forum Crans-Montana a une ampleur particulière? C'est un forum sur l'Afrique, mais aussi et surtout sur la solidarité sud-sud. Et je crois qu'il est absolument fondamental de comprendre que la solidarité sud-sud aujourd'hui est une des clés de la nouvelle architecture du développement. Et alors, ces clés, quelles sont-elles et quels sont les challenges de ce développement à travers ces collaborations sud-sud? En fait, d'abord, quand on voit aujourd'hui l'Afrique, c'est tout à fait hétérogène. Il y a 10 ans, les investisseurs qui voulaient investir en Afrique, souvent investissaient puis devenaient très déçus. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se développer à vitesse grand V. D'abord sur le plan des ressources extractives, mais surtout aussi parce qu'il y a des jeunes chefs d'entreprise qui croient et qui réussissent, même dans le domaine des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, l'Afrique est un endroit nouveau. C'est là où la jeunesse du monde est, et c'est là où la croissance du monde est. À côté de ça, vous avez, en Afrique subsaharienne en particulier, des dizaines, voire des centaines de millions de gens qui sont très pauvres. Donc comment faire aujourd'hui pour améliorer la vie de tous les jours en Afrique pour tous? En réalité, ce n'est pas le problème de l'Afrique, c'est le problème de la planète. Il y a aujourd'hui une caractéristique incroyable de la mondialisation, c'est un gap de plus en plus important entre les riches qui deviennent immensément riches et les pauvres qui restent très pauvres. Par exemple, 50% de l'humanité la plus pauvre, 50%, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains, 50% de l'humanité la plus pauvre possède la même chose que les 89 personnes les plus riches du monde. C'est le dernier rapport Oxfam. Quand vous comprenez ça, vous vous apercevez que le XXIe siècle n'a aucune chance d'arriver au bout sans une explosion mondiale. Donc il faut redéfinir ce qu'est le développement et l'aide au développement, c'est-à-dire les finances. Et alors quels sont les leviers justement là? Vous parlez de financement, il y a aussi peut-être la fiscalité, parce que la fiscalité est un outil qui permet justement d'harmoniser, de redistribuer les ressources et les richesses. Pourtant, c'est un thème dont on ne parle pas assez peu. Est-ce que c'est pour vous un tabou, la fiscalité? Le monde est passé d'un capitalisme social où ce qui était important, c'était à la fois le patron, les dirigeants et les employés. Et plus l'entreprise montait, plus il y avait de familles qui avaient la chance d'avoir un salaire, parce que le nombre de salariés augmentait. La consommation augmentait, et c'était le capitalisme social. C'est celui qui a réussi entre la fin du XIXe siècle et la fin du XXe. Aujourd'hui, ce capitalisme social est jeté aux oubliettes et remplacé par un capitalisme financier où il n'y a plus que 2 personnes importantes. L'actionnaire d'une entreprise qui peut être à 10 000, 15 000 km de là, qui est retraité le plus souvent et qui attend ses 5 ou 10% de rendement par an. Et de l'autre, le client qui, lui, veut acheter le moins cher et le plus efficace, évidemment. Mais au milieu, celui qui travaille, que ce soit le patron, le responsable ou celui qui est à l'usine, il n'intéresse plus personne. Ça, c'est un sujet qui est très grave. Voilà le premier sujet. Le deuxième, c'est de savoir comment on peut aider les plus pauvres. Je suis contre l'assistanat, mais je suis contre l'assistanat économique. Il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson tous les jours. On connaît bien ce fameux exemple. Mais par contre, si vous n'avez pas de l'eau potable, si vous n'avez pas de quoi manger, si vous n'avez pas de vaccins ou de médicaments essentiels, si vous n'avez pas d'éducation d'école primaire et si vous n'avez pas d'assainissement, c'est même pas la peine de parler d'économie. D'abord, vous mourrez le plus souvent avant l'âge de 5 ans ou pendant l'accouchement. Si vous ne mourrez pas d'accouchement, vous allez avoir une malnutrition chronique, vous allez avoir 1 neurone sur 10, 25% de moins de QI, vous ne pourrez rien comprendre à l'école, etc. Et ça, on ne le dit pas. Et c'est ça le scandale du monde aujourd'hui, c'est qu'il faut donner la dignité
à chaque être humain, c'est-à-dire les droits essentiels de l'homme, c'est-à-dire de quoi manger, boire, se soigner, s'éduquer et avoir droit aux toilettes. Voilà. Et ça, c'est mon job. Donc pour un petit peu contrer ces effets pervers de ce nouveau capitalisme, il faut réintroduire du politique. Il n'y a que la politique qui peut prendre en compte cela. Je prends un exemple. Quand il y a une découverte pharmaceutique au laboratoire, au bout de 10 ans, si les animaux ont montré l'efficacité du médicament, puis l'homme sain, puis l'homme très malade, puis l'homme malade, au bout de 8 à 10 ans, il y a un médicament. Formidable pour vous, vous habitez la France, formidable pour les Américains, ils habitent les États-Unis, formidable pour leurs enfants, pour leurs amis et leurs parents. Mais ça, c'est pour 1 milliard d'happy few sur 7. Les 6 autres milliards, on leur dit, tu vois, tu es malade là, tu vois, le médicament là, il existe. Ah, il n'est pas pour toi. Toi, tu as la malchance d'être né au mauvais endroit. Et donc là, nous sommes en train de prendre un pistolet là, et on tue à bout portant quelqu'un. Parce que il doit attendre 15 à 20 ans pour que le produit soit dans le service public, dans le domaine public, pardon. Donc, ça, c'est quelque chose qui est politique. Ce n'est pas la faute des laboratoires pharmaceutiques, arrêtons. Les laboratoires pharmaceutiques, ils sont comme n'importe quelle entreprise, n'importe quel journal, avec des recettes et des dépenses. Ils sont privés, c'est libéral, il faut qu'ils fassent des recettes. Sans compter le capitalisme dont je parlais tout à l'heure, financier. Et ça, c'est le politique. Est-ce que nous devons considérer les produits de santé comme des produits comme cette veste? C'est ça la question. Voilà. Est-ce que des gens doivent crever parce qu'ils sont nés au mauvais endroit? Et vous vivez, et vos enfants aussi, parce que vous êtes nés au bon endroit. C'est de la politique. Donc, il faut croire à la politique. La politique, c'est ce qui est à la fois de plus laid dans la vie et de plus beau. Donc la politique, c'est quoi la politique? C'est de comprendre que donner les biens publics mondiaux aux pauvres, l'eau potable, la nourriture, l'éducation, la santé, l'assainissement, ce n'est pas que de l'humanitaire, ce n'est pas que de l'éthique et de la morale, que des bons sentiments. Bien sûr que c'est ça, mais c'est aussi éviter que ces gens, demain, qui n'ont rien à perdre, viennent suivre des salauds et des lâches comme Boko Haram. C'est ça le problème. Parce que quand vous avez des terroristes qui viennent tuer lâchement des journalistes français, vous avez 10 jours après 3 millions de gens dans la rue. Et on dit non, monsieur, c'est pas comme ça qu'on va faire. Et on va se battre contre vous. Mais si vous êtes au nord du Nigeria, que vous n'avez rien, que vous mourrez, que votre mère meurt, que votre frère meurt parce qu'il manque un demi-dollar. Un demi-dollar, c'est le prix de traitement contre le paludisme qui vous sauve. Un demi-dollar. Et un enfant meurt toutes les 40 secondes du paludisme. Donc, si vous voyez votre frère mourir parce qu'il manque un demi-dollar, vous pouvez, si des terroristes arrivent un jour, les suivre, parce que vous n'avez plus rien à perdre. Donc ce dont je parle, c'est de la politique pour les gens qui sont en Occident aussi, pour éviter ça. Donc même s'ils ne le font pas pour des raisons de générosité, qu'ils le fassent pour des raisons d'égoïsme pour eux. Certains États sur les médicaments, comme l'Inde, ont pris les devants, si j'ose dire, et ont fabriqué ce que les laboratoires appellent des contrefaçons de médicaments. Ils s'asseyent un petit peu justement sur les brevets. Pour vous, c'est justement une décision politique courageuse et qui irait dans le bon sens? Alors, l'Inde, 90% des médicaments dans les pays les plus pauvres sont génériques. 90% des génériques sont faits en Inde. Mais le sujet va être de plus en plus le fait que l'Inde devient un pays de plus en plus riche qui va avoir intérêt, lui aussi, à défendre ses brevets. Et donc, en fait, il faut se battre sur un nouveau système qui touchera le monde entier. C'est ce que nous avons fait à United, où nous avons, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, travaillé dans un système qui s'appelle le Patent Pool, qui ça veut dire la communauté de brevets, dans le domaine du sida. Et après avoir eu des controverses, des attaques terribles de tous les grands laboratoires pharmaceutiques, je suis très heureux de voir que tous les laboratoires pharmaceutiques dans le monde sont derrière nous pour qu'on fasse au même moment et
qu'on puisse permettre aux plus pauvres du monde d'accéder aux mêmes médicaments les plus efficients, les plus chers en Europe, les plus chers en Occident, pour rien dans les pays les plus pauvres. Pour une fois, les riches et les pauvres auront les mêmes médicaments. Ça, c'est nous qui l'avons fait. Eh bien, ça s'appelle la Medicines Patent Pool, la communauté de brevets. Ça, c'est l'avenir du monde.